Retrouvez Pour le climat, agir ici et maintenant, une émission présentée par Sam Cohen. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio JM. Comme chaque semaine, cette émission Agir pour le climat ici et maintenant vise à mettre en lumière les initiatives locales pour la transition écologique. Avant de vous présenter mon invité, je voudrais revenir sur quelques actualités environnementales et climatiques de la semaine, relevées dans la presse ou entendues à la télévision ou à la radio. Inégalités climatiques les plus riches en première ligne. Une étude publiée dans Nature Climate Change révèle que les 10% les plus riches de la population mondiale sont responsables de 2/3 des émissions de gaz à effet de serre depuis 1990. Leur mode de consommation et leurs investissements financiers contribuent significativement à l'augmentation des vagues de chaleur et des sécheresses, affectant particulièrement les pays les plus vulnérables. Face à la montée des eaux menaçant ses 600 habitants, le village de Miquelon-Langlade, situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, prévoit de déplacer l'intégralité de ses habitations. Ce projet inédit en France vise à préserver la population d'une élévation du niveau de la mer qui atteint désormais les fondations des maisons. Une information diffusée par CNews. Antarctique, une augmentation du volume de la glace. Une information qui pourrait sembler positive. Des observations récentes indiquent une augmentation du volume de glace en Antarctique. Cependant, les experts soulignent que ce phénomène local et temporaire ne remet pas en question la tendance globale au réchauffement climatique qui continue de provoquer la fonte des glaces à l'échelle mondiale. Information passée dans Futura. Génération future, un avenir climatique préoccupant. Une étude récente met en garde contre les conditions de vie sans précédent auxquelles seront confrontés les enfants nés après 2020. Ils pourraient vivre jusqu'à 7 fois plus d'événements climatiques extrêmes que les générations précédentes, la mienne par exemple, notamment des canicules, des inondations et des sécheresses si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas drastiquement réduites. Prévision climatique, un été 2025 sous haute température. Selon les prévisions de l'Organisation météorologique mondiale, la période de mai à juillet 2025 devrait connaître des températures supérieures à la moyenne dans la plupart des océans, entraînant un réchauffement accru sur les continents. Cette tendance pourrait accentuer les risques de canicule et de sécheresse dans de nombreuses régions du globe. Une information positive maintenant. En 2024 et 2025, les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables ont atteint un nouveau record, dépassant pour la première fois ceux consacrés aux combustibles fossiles. Cette dynamique se poursuit donc en 2025 avec des avancées significatives dans le développement des énergies vertes et des technologies de stockage, offrant des perspectives encourageantes pour la transition énergétique. Information parue dans Weekend demain. Vous avez sans doute aussi entendu cette information. L'ONG Surfrider, mais elle n'est pas la seule, demande l'interdiction des filtres de cigarettes, filtres qui ne diminuent pas les risques pour les fumeurs, mais polluent la planète par le plastique qu'ils contiennent. J'invite bien entendu tous les fumeurs à arrêter de fumer. Et surtout, cette information essentielle qui nous a touchés de près cette semaine. La France a été confrontée à des épisodes d'inondations marquants ces derniers jours, notamment dans le sud-est du pays. Le mardi 20 mai, de violents orages ont frappé le département du Var, provoquant des crues soudaines et des inondations, en particulier au Lavandou. Ces intempéries ont malheureusement entraîné la mort de 3 personnes et des dégâts matériels importants. Les précipitations intenses ont surpris par leur rapidité et leur ampleur, rendant difficile la prévention des risques. Voilà ce qui nous attend dans les années prochaines si on ne diminue pas nos émissions de gaz à effet de serre. Ce tour d'horizon étant effectué, je vais donner la parole à Marin Mauffret, mon invité de ce matin, qui va vous présenter sa co-création, La forêt des possibles. Marin, bonjour. Bonjour Sam, merci pour ton invitation. Tu es arrivé à Marseille il y a environ 5 ans. Du coup, moi, je te considère comme un néo-marseillais. Tu répondras à cette affirmation. Est-ce que tu peux te présenter cette forêt? Et, puisque cette émission parle d'environnement et de réchauffement climatique, quel est le lien entre ta forêt et le sujet?
Eh bien, écoute, déjà, merci pour ton invitation, Sam. J'espère qu'on va pouvoir parler un petit peu d'espérance ce matin lors de cette émission. Mais j'aimerais rebondir sur un des éléments que tu as abordé dans ta chronique. Tu disais que les personnes les plus riches étaient principalement responsables des questions d'émissions de gaz à effet de serre, en évoquant les 2/3 de ces émissions depuis les années 90. Ça me permet de me situer dans ce sujet-là. Moi, je suis né à Paris, j'ai vécu à Washington et à Londres avant de poser mes valises à Marseille il y a 5 ans. Mon rêve, c'était de faire l'ENA. Mon rêve, c'était de passer les concours de haute fonction publique. Et donc, j'ai travaillé pour des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. J'ai été conseiller municipal. Et puis, à un moment, j'ai été pris par une très grosse crise d'éco-anxiété. Ah oui. Une grande crise de ma place dans le monde, alors que j'étais en stage en affaires publiques chez Danone. Donc, mon travail consistait à vendre des bouteilles d'eau plastique pendant que je devais analyser le rapport du GIEC et de défendre les intérêts des actionnaires d'une entreprise cotée en bourse pendant que je devais analyser ce qui se passait au niveau des gilets jaunes. D'accord. Donc, autant te dire que le niveau de dissonance cognitive était extrêmement élevé à ce moment-là et que ma crise existentielle avait débuté avant que je commence ce stage. Donc, j'ai quitté Danone, j'en ai démissionné et après, j'ai rencontré son patron à qui j'avais laissé une lettre. Et ça m'avait énormément marqué de me rendre compte que y avait des inerties de système qui faisaient que c'était bloqué. Donc moi, déjà, à titre personnel, je voulais pas participer à ce système que je trouvais aberrant, celui que tu viens de décrire. Et puis surtout, c'était bloqué. Comment on fait quand tout est bloqué, quand tout est interconnecté et tout est bloqué? Parce qu'il y avait les enjeux de croissance, il y avait les enjeux avec les actionnaires, il y avait les enjeux de concurrence avec Nestlé, Unilever, d'autres marques. Et donc avec un cousin, on s'est dit, si jamais on veut transformer le système, eh bien, il faut raconter des nouvelles histoires. Il faut raconter des nouveaux récits. Exactement, oui. Il faut se raconter les choses autrement. Et c'est pas juste raconter des petites bribes d'histoire à droite à gauche. C'est créer un système, quelque chose qui fasse que l'ensemble de ces récits puisse proposer quelque chose de commun. Donc le début du travail commence par là. Et donc pendant 2 ans, on a référencé des milliers de travaux. Un peu du genre de ce que tu nous as fait dans la chronique. Et on s'est dit, ben voilà, on a, je sais pas, 3000 entrées, 4000 entrées. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive à ordonnancer tout ça? Et il se trouve que dans notre équipe, on avait des personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes opinions sur tous les sujets. Et à un moment, comme on a un grand-père avec mon cousin Loïc, qui est le cofondateur avec moi, qui a été garde forestier quand on était jeune, je sais pas comment, mais on est arrivé sur l'image d'un arbre. Et on s'est rendu compte qu'on arrivait avec l'allégorie d'un arbre à pouvoir ranger tout un tas de travaux différents, avec un tronc commun, qui correspond au tronc de la science. Puis après, une diversité de racines qui sont tout un tas et de branches qui sont tout un tas de possibilités différentes. Les racines qui permettent d'enraciner une société résiliente, avec plusieurs projets politiques, économiques, philosophiques, il n'y a pas une solution. Et plein de branches, plein de fruits, parce que pareil, il n'y a pas un projet concret, il y en a plein. Et donc, on a écrit cette encyclopédie de transition écologique. L'encyclopédie, d'accord. Voilà, c'est un wiki. C'est un wiki avec une contribution ouverte. Pour pouvoir rentrer dans le wiki, il y a en gros, il faut que ça rentre dans ce qu'on appelle le donut. Il faut que ça soit matériellement soutenable. Donc, on va pas nous proposer des choses farfelues en matière, je sais pas, d'utilisation des ressources. Et il faut que ça soit humainement souhaitable. Et donc, nous, on a vraiment posé une base humaniste sur nos solutions doivent être pour le bien commun, quoi. Parce qu'après, il peut y avoir d'autres personnes qui ont des avis antispécistes, etc. C'est pas ce qu'on a voulu poser là-dessus. Et donc, on a écrit ça pendant 2 ans. Et moi, je voulais vivre en cohérence avec ces valeurs. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai quitté Paris et que j'ai été poser mes valises à Félix Piat. D'accord, à Marseille. À Marseille. Enfin, j'étais en colocation solidaire rue Curiole et j'étais en service civique à Félix Piat pour faire de l'éducation populaire et notamment parler d'écologie via le lien social dans les tours, à faire du porte-à-porte, à travailler avec des centres sociaux, aller voir les gens. Et je te laisserai continuer la discussion, mais moi, ce qui m'a beaucoup marqué à ce moment-là, c'était de se dire, mais quand je parle d'écologie, ça parle pas. C'est pas concret. Ça adhère pas. Et donc, ça a été une de mes grandes questions sur comment on arrive à reconnecter fin du monde, fin du mois. C'était la grande thématique des Gilets jaunes. Comment on va aller chercher le cœur des questions des personnes et les reconnecter à ces grands enjeux qui nous embarquent tous, parce que ce que tu nous as présenté, on est tous concernés. Bien entendu. Donc, à créer ces récits donc, qui voulaient connecter ces gens qui ne sont pas effectivement très sensibles peut-être à l'environnement, qui ont des difficultés pour atteindre leur fin du mois financièrement. Et du coup, comment vous êtes arrivé à ça alors? Comment vous avez pu
pu expérimenter, comment vous êtes arrivé? Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ce wiki, là, l'arbre des imaginaires, qui fonctionne en tant que tel. Hein. Vous pouvez aller le trouver sur Internet, vous tapez l'arbredesimaginaires.fr, vous allez trouver des milliers de ressources, des travaux. Et nous, notre but, c'était de le mettre à disposition des citoyens, des citoyennes, des décideurs et des décideuses politiques, d'activistes aussi, de militants, de philosophes, qui puissent récupérer l'information pour pouvoir ensuite venir trouver du matériau pour faire émerger des récits. Mais pour ce qui concernait ensuite les citoyens, citoyennes de tous les jours, la meilleure façon qu'on a trouvée, c'est de se dire qu'il fallait que ça vienne par eux. Que ce soit elles et eux qui eux-mêmes qui font... Voilà, qui font émerger leur questionnement. Leur questionnement, oui. D'accord. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que l'allégorie de l'arbre marche extrêmement bien. La même allégorie, celle qu'on avait construite pour le système, avec les racines, le tronc, l'écorce, les fleurs, etc. Il y a 11 catégories dans l'arbre. On a fait des tests. Et toi, tu l'as même testé. Hein. Ouais. On a fait des tests et on s'est rendu compte que ça faisait vraiment parler les personnes de manière extrêmement profonde. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un groupe, on peut mettre plusieurs personnes autour de la table qui ont des opinions et des origines très différentes. Ça va converger. Parce que chacune va présenter ses racines. Et là, le mot des racines, ça peut renvoyer à des racines géographiques. Tu m'as rappelé que j'étais pas un Marseillais depuis toujours. Mais ça rappelle aussi à la question sociale, à la question spirituelle, à la question familiale. C'est extrêmement ample la question des racines. Et donc quand on met plusieurs personnes autour de la table, qui chacune raconte son histoire, c'est extrêmement touchant. Parce qu'on arrive à bien comprendre d'où tu viens, puis après c'est la question du tronc. Le tronc, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, est-ce qu'on arrive à être équilibré ou pas. Donc où tu viens, de quoi tu as besoin, puis après il y a l'écorce, de quoi tu as peur. Et comme on a situé la discussion jusque-là, c'est difficile de se juger là-dessus. Parce qu'on comprend l'autre, on arrive à rentrer dans l'échange. Et surtout, ce qui est intéressant pour nous, derrière, c'est de faire remonter les sujets écolos. C'est « Ah, tiens, il y a un enjeu, par exemple, sur le fait de prendre la voiture tous les matins pour aller au travail. » Et c'est sur la base de ce que la personne va nous dire que nous, on va pouvoir ensuite construire une réflexion écologique. Et pas dans le but de dire « Ah, c'est pas bien, tu devrais pas prendre ta voiture. Ah, c'est pas bien, tu devrais pas manger de la viande. » Malheureusement, des fois. C'est plus le fait de dire « Est-ce que c'est pertinent pour toi ?» Parce que regarde les limites planétaires, etc. Si jamais on continue un mode de vie comme ça, il va faire super chaud. Regarde les pronostics. Enfin, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Hein. C'est de pouvoir reconnecter l'expérience avec les enjeux climatiques et la question de l'utilisation des ressources. Tu m'as rappelé effectivement que j'ai expérimenté l'arbre des possibles. Alors, on s'est connus effectivement l'an dernier pendant les 72 heures de l'écologie qui auront lieu en juin, je crois, cette année. Et effectivement, j'ai tenté cette expérience. On n'était pas beaucoup ce matin-là, malheureusement, mais j'ai été épaté, surpris de tout ce que j'ai pu raconter, de tout ce que l'autre personne a raconté. On n'est pas allé très loin, on s'est arrêté à l'arbre, au tronc, parce que moi-même j'avais d'autres obligations derrière. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps cette rencontre. Et effectivement, j'ai été impressionné par comment cet arbre nous permettait de nous dévoiler, nous raconter. Et effectivement, on peut aller plus loin, quoi. Je ne suis pas allé cette fois-là, mais je l'ai refait il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, avec Fanny, que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Je l'ai refait et c'était vraiment très intéressant. Je te laisse continuer donc sur ces enjeux. Donc carrément. Parce que là, on parle de l'arbre, mais le projet s'appelle la forêt des possibles, ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est l'idée de se dire un arbre, une forêt. Ça a deux vertus, au moins. Il y en a plein d'autres, il y en a au moins deux. La première, c'est que ça parle à tout le monde. Tout le monde. J'ai fait des tests avec des chrétiens, des musulmans, des juifs, des personnes athées, des personnes pauvres, des personnes riches. Ça parle à tout le monde. Donc, déjà, il y a vraiment ce côté très universel autour de cette image-là. Avec, encore une fois, plein de racines et un tronc. La deuxième chose, c'est que c'est très structurant. Ça permet c'est une image presque mathématique, l'arbre. Donc, on peut ouvrir plein de champs de possibles et puis ensuite ne pas se perdre dans cette histoire. Et l'enjeu de ces ateliers, c'est ensuite de pouvoir connecter les besoins qui émergent dans les ateliers vers les porteurs de projets, porteurs et porteuses, de projets écologiques et sociaux du territoire. Et donc nous aussi on a une émission de radio, c'est les mercredis, donc moi aussi je serai à la radio tout à l'heure, à 19h sur Radio Galère à la friche de la Belle de Mai. Toutes ces structures, elles forment ce qu'on appelle la forêt des possibles. On les reçoit, on en a reçu 150 à peu près, puis ensuite on essaie de cartographier où on va choper dans le wiki de l'arbre des imaginaires des notions qui sont écrites sur le sujet pour pouvoir les illustrer, et elles forment cette communauté de la forêt. Et notre idée après, c'est de pouvoir connecter les besoins citoyens vers les porteurs de projets adéquats pour répondre à leurs besoins.
Je vais donner des exemples, c'est plus simple. Sur la question, par exemple, alimentaire, en disant « Ah, ben moi, ça coûte trop cher, je peux pas acheter du bio », et ben, on peut renvoyer vers des AMAP ou on peut aussi renvoyer vers le Super Cafouche. Je sais pas si vous connaissez le Super Cafouche. Je connais, mais c'est trop loin de chez moi pour que j'aille... J'espère qu'il y en aura plein d'autres, c'est génial comme initiative. C'est vrai. Pour un mini appendice Super Cafouche, le Super Cafouche, c'est un supermarché coopératif où l'enjeu, c'est de travailler 3 heures par mois de manière bénévole pour faire tourner le magasin, mais en fait ça leur permet d'avoir moins de main d'œuvre, ils sont que 6 salariés, et donc à l'arrivée de faire baisser les prix. Donc déjà c'est quelque chose de communautaire, on rencontre des gens, c'est hyper sympa, ça donne du sens de pouvoir ranger des légumes dans les étalages, voilà, et surtout à la fin ça coûte moins cher. Et en plus on sait que le magasin a fait un vrai travail en amont sur tout ce qui concernait les chaînes de production, s'assurer que c'était respectueux des producteurs, et en même temps que que la qualité était au rendez-vous. Donc voilà, quand nous on entend un besoin qui ressort dans l'atelier, par exemple sur cette question, on peut connecter vers le Super Cafouche qu'on a reçu. Il peut y avoir parfois des questions qui sortent sur le logement, et donc là on va pouvoir renvoyer vers l'ADAP13. On peut avoir des questions qui sortent sur la formation, puis là on peut renvoyer vers tout un tas de structures qu'on a reçues qui parlent de ces questions-là. Par exemple l'école Être qui fait de la formation sur les métiers de transition écologique pour des jeunes qui sont souvent déclassés. Donc voilà, à chaque fois on fait remonter les besoins avec l'atelier, ça arrive à créer de la cohésion sociale, et puis ensuite, vers qui on redirige pour faire tout un système, et ça permet, d'un point de vue très concret, de faire ce qu'on appelle de la redirection écologique. Mais tu rejoins complètement la Cité des Transitions, dont l'objectif est aussi ça, de créer cette cartographie de toutes les assos qui travaillent sur le... Est-ce que tu es en contact, je présume, tu es en contact avec eux? J'ai reçu il y a peu de temps Evelyne Cohen-Lemoine, qui est administratrice là-bas. La réponse est oui. Déjà, la Cité des Transitions, j'y ai travaillé pendant 2 ans. D'accord. Voilà, j'ai été un des porteurs de projet à l'époque où c'était porté par Sébastien Barle, l'élu de la ville. En revanche, je vais pas critiquer la Cité des Transitions parce que nos émissions sont chargées dans l'annuaire de la Cité aujourd'hui. Il y a vraiment une volonté de pouvoir travailler ensemble. Claire Mailloux, qui est animatrice radio, fait partie de l'équipe d'événementiel de la Cité des Transitions. Il faudrait que je reçoive Claire. Et Marianne Morini, qui est la salariée de la Cité, et Maïté Cachmarek, qui fait partie du CA, font partie aussi du CA de la Forêt. Donc, il y a des liens. Ah oui, vous êtes vraiment interconnectés, là, il n'y a pas de souci. Malgré tout, donc c'est pas une critique, c'est un apport. Quand moi j'y ai travaillé, mais là je situe vraiment mon regard, hein, ça a sans doute changé, puis ensuite c'est des questions interpersonnelles, j'avais trouvé que c'était la jungle à l'époque. La jungle. La Cité des Transitions, c'était une grande jungle. Il y avait plein de gens qui venaient de partout, avec chacun leurs intérêts et leurs enjeux. Moi, j'ai un enjeu de logement, enfin, j'ai un enjeu foncier, j'ai un enjeu de financement, j'ai un enjeu de, je sais pas, d'un marché public. Tu veux dire que chacun essaie de tirer la couverture à soi? C'est ça que tu veux dire? Chacun essayait de récupérer, avoir un good deal, en fait, que la Cité des Transitions lui soit vraiment utile, quoi. Et c'était à tous les niveaux. Donc il y avait les élus avec l'administration, puis après les administrations entre elles, entre la ville, la métropole, la région, c'était compliqué, puis après les structures entre elles, pareil. J'ai trouvé que c'était compliqué. Et donc ça me posait la question de la coopération. Comment est-ce qu'on arrive aussi à se doter d'outils de coopération, d'où l'idée de la forêt. Le fait de se dire on va situer la place de chaque structure comme un arbre dans un grand écosystème qui s'appelle la forêt. Et grâce à ça, on va pouvoir identifier quels sont les intérêts, quels sont les besoins, comment on fait converger tout ça, pour que ça soit pas juste une grande halle de marché où on s'entend plus, mais un espace où on comprend que chacun a une place à prendre. Alors, j'ai visité la cité lors de l'inauguration et j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait une coopération entre chacune des structures. Enfin, chacune a son mot à dire, on va dire. Chacune a... Peut-être que depuis ton expérience, la cité a changé et est devenue plus petite et répond peut-être plus à... Marianne, elle fait un super travail. Ouais, non, mais je suis pas là pour critiquer la cité des transitions. Bon, j'ai vu qu'Evelyne, Marianne aurait dû intervenir aussi en même temps, mais comme elle est salariée, c'est plus compliqué pour elle. Donc je l'ai pas eu, mais j'espère bien l'inviter un jour, reparler de la cité avec elle. Alors, donc, l'arbre des possibles, on a vu que donc, tu crées des ateliers où les gens peuvent venir se raconter autour de l'arbre. Une question que j'ai envie de te poser, toi qui viens de Paris, est-ce qu'à Marseille, tu as trouvé des défis plus spécifiques que dans ta région de naissance, enfin? Alors déjà, Sam, j'aimerais quand même poser un truc. Parce que cette question me la pose quand même souvent. À un moment, à Marseille, on vient toutes et tous d'ailleurs. Tu as raison, c'est un port. Voilà, c'est un port. Donc, moi je m'appelle Marin. En plus. Et j'ai trouvé à Marseille un port d'attache. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Marseille, c'est la maison de ceux qui n'ont pas de maison. La maison de ceux qui n'ont pas de maison. Quand on a tout à reconstruire, on arrive à Marseille. D'accord. Marseille, c'est un peu comme Buenos Aires ou comme New York, à certains égards, je pense. C'est une ville qui a accueilli des réfugiés dans son histoire
récente et très ancienne. Donc c'est vraiment, c'est rentré dans, c'est dans son ADN le plus profond. Je pense qu'on est Marseillais quand on a envie d'être Marseillais. Quand on rentre dans son histoire et quand on l'aime, cette ville-là. C'est beau ce que tu dis là. Voilà, donc moi, j'aime Marseille. Et j'y habite depuis 5 ans. Après, Marseille, c'est le grand écart. Si tu me demandes ce que je pense de Marseille, c'est tout et son contraire. Si tu veux, un jour, j'avais écrit un poème sur la ville de Marseille. Ah oui, bah, ça serait intéressant, oui. Qui s'appelait « À la muse que l'on n'attendait pas », mais là, on n'aura pas le temps pour ce matin. Mais je pense qu'on prend un mot radical, on prend son contraire et on a toujours Marseille. C'est à la fois très communiste et c'est très capitaliste, c'est très beau et c'est très sale, c'est très doux et c'est très violent, c'est très ouvert et c'est très égoïste. Voilà, on prend, voilà, c'est ce melting pot là. Et donc moi, je suis dans ce grand tourbillon quand on est dans cette ville-là. C'est qu'il y a des jours, je l'aime éperdument. Quand je suis sur le Vieux-Port le matin, le soir, là même j'étais à l'Estac samedi, puis après je me suis retrouvé par hasard dans un petit café, puis après il y avait des gens qui m'ont donné des chichis, qui m'ont donné des panisses, puis après ils m'ont dit ah tiens il y a une soirée qui a lieu dans un endroit qui s'appelle l'Harmonie de l'Estac. Donc c'est une maison communiste créée en 1828 par des ouvriers de l'Estac et qui continue à exister jusque maintenant. Et donc ils avaient un concert d'afrobeat à ce moment. Enfin, c'était dingue, quoi. Je me suis retrouvé là avec les gens qui me racontaient l'histoire du truc. Enfin, ce Marseille-là, comment on peut ne pas l'aimer? Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il nous reste très peu de temps pour clôturer cette émission, pardon. Quel est ton conseil, toi, que tu donnerais donc aux Marseillais qui viennent de partout pour agir, justement, pour agir contre ce dérèglement climatique? Bah, la philosophie de la forêt des possibles, c'est d'inviter chacun et chacune à trouver sa juste place. Et après, on a un slogan, c'est du moi au nous et du nous au tout. Donc ma place, moi, par rapport aux autres, et puis le groupe par rapport à la société. Donc d'essayer d'agir par échelle. Donc du moi au nous et du nous au tout. Ouais. D'accord. Et donc, une des choses que j'aurais à dire, c'est d'abord de savoir ce à quoi nous, on aspire vraiment. C'est pour ça qu'on propose ces ateliers-là. Et puis ensuite, d'apprendre à s'écouter. S'écouter soi. S'écouter soi et écouter les autres. Ouais. Et par rapport à ça, déjà, c'est ce qui crée de l'harmonie, ce qui crée du respect, et c'est aussi la base derrière de la coopération et du travail commun. Parce que il faut que ça vienne des tripes, ça s'écouter soi, et puis après, on ne pourra pas le faire tout seul. Donc il faut le faire avec les autres. Et si je prends l'image de l'arbre, c'est que je pense qu'elle est fondamentalement porteuse d'une image de paix. Parce qu'effectivement, on a toutes ces racines différentes, on vient toutes et tous, et surtout à Marseille, de milieux différents. Vers quoi on se retrouve pour faire commun? Tu parles de la paix, effectivement, aujourd'hui, on a besoin de cette paix à travers le monde. On voit tous les conflits qui existent et qui créent des ravages. Quelle serait ta note inspirante, alors, justement, pour continuer sur la paix, là, pour conclure, je pense qu'on arrive au bout de l'émission. Quelle serait la phrase qui inciterait les gens à aller vers cette paix universelle qu'on souhaite tous, ce shalom, comme on dit chez... Est-ce que je peux donner une lecture un peu exigeante? Bien sûr, vas-y. Parce que y a une philosophe d'une famille juive qui s'appelle Simone Weil, avec un W, qui a écrit un livre absolument merveilleux qui s'appelle L'Enracinement. Donc ça fait vraiment un lien direct avec l'arbre. Avec l'arbre, bien sûr. L'Enracinement, c'est un livre qui a été écrit dans une des périodes les plus noires de notre histoire. Il a été publié en 1943. Un moment où l'espoir, à ce moment-là, on va pas dire que c'était la folie. Loin, loin de là. Et elle parle de la question de comment est-ce qu'on est enraciné en tant que personne et comment est-ce qu'on est enraciné en tant que société. Ce livre-là, il est absolument bouleversant. Parce qu'elle va identifier tout ce qui a fait qu'on s'est progressivement déraciné en tant que société, et puis comment est-ce qu'ensuite on peut retrouver sa place. Donc, si jamais on a envie d'avoir des lectures qui nous illuminent dans des moments incertains, pour savoir quelle est la trajectoire qu'on veut prendre en tant que société, eh bien, je vous invite à lire L'Enracinement de Simone Weil. Écoute, Marin, merci beaucoup. Je n'avais pas pensé à demander effectivement quelle est la lecture, mais tu as répondu à cette attente que je n'avais pas formulée. Merci, Marin, et bonne continuation avec l'Arbre des possibles. Il y a la forêt des possibles, et l'Arbre des imaginaires. Merci beaucoup, Sam, et merci pour votre accueil sur Radio JM. Au revoir, bonne journée, bonne semaine. À bientôt.